Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce troisième webinaire sur les alternatives aux pesticides, webinaire d'un cycle de formation sur les pesticides qu'on a organisé cette année, donc à destination du mouvement FNE pour le faire monter en compétences. Le support de présentation, le document texte avec plein de détails, de sources, etc. seront envoyés aux associations du mouvement qui pourront le mettre à disposition de leurs adhérents et répliquer ces webinaires si elles le souhaitent. C'est une formation qui se veut assez large, de débutant à avancé, donc on va revenir sur des notions de base, mais on va quand même aller un petit peu plus loin aussi pour les personnes qui ont déjà des notions. Sachez que les questions qui auront été posées qui n'auront pas trouvé de réponse lors de ce webinaire, je les reprendrai et je ferai un document texte sous forme de foire aux questions où j'apporterai donc des éléments de réponse, des liens, des sources, etc. Donc voilà, pour vous permettre d'avoir les éléments de réponse à vos questions. Donc on part sur 1 heure de présentation environ. Donc aujourd'hui, moi je suis Anna Cohen-Boulakian-Albero, je suis chef de projet au réseau Agriculture et Alimentation. Le projet dans lequel s'inscrit ce webinaire s'appelle le projet À propos, qui adresse de façon un peu plus large la question des pesticides et de façon un peu plus ciblée les pesticides dans l'eau des captages. Voilà, les pesticides, c'est très large et on a choisi pour cette année et les quelques suivantes de focaliser nos actions sur les pesticides dans l'eau d'alimentation en eau potable. Magali Migaud et Jean-Pierre Georges, qui sont tous les deux les administrateurs et administratrices et membres du bureau collégial de Deux-Sèvres Nature Environnement. Magali est administratrice de FNE Nouvelle-Aquitaine et co-référente eau de FNE Nouvelle-Aquitaine. Et Jean-Pierre est administrateur de Poitou-Charentes Nature et co-référent eau de FNE Nouvelle-Aquitaine. Donc on s'est déjà vu pour certains et certaines d'entre vous le 10 septembre pour le premier webinaire qui nous a permis d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce qu'est un pesticide, quelles sont leurs utilisations, leurs risques, leurs impacts, leurs coûts. Le 14 octobre, on a abordé les aspects réglementaires, comment l'encadrement des usages des pesticides existe et quelle est la réglementation au niveau européen et les politiques au niveau français. Et donc là, on est le 25 novembre et on est donc sur le troisième webinaire qui clôture ce cycle de formation. Voilà un petit peu le programme pour aujourd'hui. On va d'abord rappeler très rapidement les enjeux. Je vous invite à aller revoir le webinaire 1 pour plus de détails. Ensuite, on rentrera sur des questions plutôt agronomiques. Comment est-ce qu'au niveau agronomique, on met en place des systèmes qui permettent de se passer de pesticides de synthèse? Ensuite, on aura une partie qui reviendra sur des expérimentations de terrain qui ont permis voilà, de démontrer un certain nombre de choses comme on va le voir. On va dire un mot sur le fait que là, on va parler de beaucoup d'agronomie, mais en fait, on ne peut pas ne parler que d'agronomie. Les agriculteurs, agricultrices ne peuvent pas faire évoluer leur système si autour d'eux, au niveau des échelons de formation, de conseils, les agro-industriels, les consommateurs, la grande distribution, etc., ne font pas évoluer également leur système. Et puis, on pourra aborder l'expérience des référents et référentes eau en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, ça me permettra de passer un appel à intérêt que vous avez peut-être déjà reçu sur notre action à venir sur les pesticides dans les captages. Alors, pour commencer, un rappel des enjeux. Alors, sur le document texte, il y aura beaucoup plus de détails. Là, je voulais pas passer trop de temps non plus là-dessus. Juste pour vous dire en quelques mots qu'il y a 10 000 ans, on a eu le début des cultures vivrières qui ont suscité de premières réflexions quant à la façon de protéger ces cultures des animaux, des champignons, des maladies. Confrontés à ces bioagresseurs, les hommes ont d'abord invoqué les dieux, ils s'en remettaient aux autorités religieuses, et puis les sciences ont permis ensuite de démontrer comment les bioagresseurs colonisaient les cultures, et des solutions principalement mécaniques ont été déployées au départ, donc du ramassage à la main, du désherbage, favorisé par une main-d'œuvre abondante. Ensuite, la chimie s'est rapidement imposée, d'abord chimie minérale, puis chimie organique. Et puis, dans la foulée, des entomologistes, des scientifiques vont émettre de grosses réserves sur l'utilisation généralisée, au départ des insecticides, puis de façon plus générale sur les pesticides. Et puis, en parallèle, il y a une agriculture sans pesticides qui s'est quand même développée en parallèle de tout ça.
Également, je voulais vous dire que la France est le pays de l'Union européenne qui autorise le plus de produits contenant des substances actives différentes hors micro-organismes. Donc là, je vous conseille de revoir le webinaire 2 pour avoir plus de détails là-dessus. Et l'agriculture donc, que l'on appelle conventionnelle, qui est aujourd'hui l'agriculture dominante, est aujourd'hui totalement dépendante des pesticides, puisque les grands parcelles qu'on peut voir en monoculture, qui sont assez pauvres en habitat, comme des haies, qui ont une fertilisation qui est minérale, avec peu de rotation, des semis à forte densité, tout cela fragilise les cultures. Et puis en plus, le caractère interactif de ces différents aspects verrouille en fait verrouille technologiquement les systèmes. Donc c'est très très dur pour ces systèmes de se sortir de tout cela. Et donc combiné à la mécanisation, au développement technologique des moyens de transport et les écosystèmes alimentaires sont devenus mondiaux. Donc tout ça se passe aussi à une échelle très large. Et puis on peut aussi dire que cette situation a été favorisée par des acteurs économiques qui avaient intérêt à ce qu'on vende ces intrants de synthèse et aussi par les politiques publiques telles que la politique agricole commune qui valorise les grandes surfaces et donc qui encourage l'agrandissement. Et dans des grandes parcelles, les solutions agroécologiques peinent à se développer parce qu'on va le voir, l'agroécologie s'appuie sur le fonctionnement des écosystèmes et donc on a besoin d'avoir une biodiversité importante sur les parcelles pour que cela fonctionne. Donc de façon très très rapide, on peut parler donc du fait que la contamination soit généralisée dans le sol, dans l'air, dans l'eau, dans les sédiments, dans le biote. Les pesticides s'accumulent dans les organismes le long de la chaîne alimentaire et puis leur fabrication produit des gaz à effet de serre. Ce sont eux, avec l'agriculture industrielle, qui font partie des causes de l'effondrement de la biodiversité. Notamment dans les milieux agricoles, on voit que la biodiversité s'effondre dans ces milieux-là. Moins 38% d'oiseaux communs, moins 43% de chauves-souris, 66% des espèces de papillons de jour qui ont disparu dans au moins un département. 46% des espèces de poissons amphihalins. Donc les poissons amphihalins, c'est des espèces qui effectuent une partie de leur cycle en mer et l'autre partie dans les rivières, sont éteintes ou menacées. Au niveau des micro-organismes du sol, les pesticides entraînent une stérilisation des sols agricoles et une diminution de la biodiversité. Même si on voit moins, c'est moins visible cet effet sur les sols que sur les vertébrés et les pollinisateurs, par exemple. Cette stérilisation des sols constitue une menace majeure pour le futur. On a différents types d'effets, donc des effets directs avec des toxicités aiguës, donc la perturbation ou la mort des individus peu de temps après l'exposition, ou des toxicités chroniques qui résultent d'une exposition sur le long terme à faible dose. Et on a aussi des effets indirects parce qu'en réduisant les ressources alimentaires, avec la perte des habitats, la variation de l'intensité de prédation ou des rapports de compétition, ça peut avoir un impact très important sur de nombreuses espèces et sur le fonctionnement des écosystèmes. Et puis en fait, le souci vient aussi du fait que les pesticides sont très peu sélectifs. C'est-à-dire qu'ils impactent de nombreuses espèces et pas seulement l'espèce que l'on cherche à détruire. Parce que souvent ils agissent sur des processus fondamentaux du métabolisme, de la croissance, de la reproduction, communs à de nombreuses espèces. Et donc ils impactent un large spectre d'espèces, et donc c'est ça aussi qui explique l'effondrement de la biodiversité. Et de plus, les produits se concentrent dans les derniers maillons de la chaîne. Donc, il y a une bioaccumulation et les mammifères, souvent, sont en bout de chaîne comme nous. Et donc, voilà, il y a une toxicité qui s'accumule tout au long de la chaîne. Et on ne le dit pas souvent, mais le milieu marin est aussi concerné. L'INRAE l'a montré dans son expertise collective de 2022 avec des effets observés sur les huîtres et sur les dauphins. Au niveau de la santé humaine, en quelques mots, les agriculteurs et agricultrices sont en première ligne. Et donc, les chercheurs de l'INSERM, en 2021, ont établi un lien solide pour plusieurs pathologies reconnues comme maladies professionnelles, et également pour les enfants exposés pendant la grossesse. Les populations riveraines des zones agricoles sont aussi concernées
par la dérive des produits et plusieurs études suggèrent un lien avec de nombreuses pathologies et je vous invite à revoir le webinaire 1 pour plus de détails. Alors, on a fini sur cette première séquence de rappel des enjeux. Là, on va partir dans une partie un peu plus agronomique. Je vais pas rentrer dans le détail du détail parce qu'on pourrait vraiment passer des heures là-dessus, c'est passionnant. Dans le support texte, il y aura de nombreux détails. N'hésitez pas à poser des questions. Je pourrais donc dans la foire aux questions, le petit document que je vais vous envoyer, y répondre. Donc voilà, je vous propose qu'on commence. Donc, qu'est-ce que l'agroécologie? Alors, c'est un terme qui est perçu de façon très différente selon les personnes auxquelles on s'adresse et qui est souvent mal connu. Mais si on peut se demander ce que c'est, donc en fait l'agroécologie propose de développer des modes d'agriculture plus autonomes, s'appuyant davantage sur les processus écologiques et réduisant ainsi les impacts négatifs sur la biodiversité, voire la favorisant. Ce qui est important à savoir, c'est que l'agroécologie invite à une inversion du regard sur les relations entre les plantes cultivées ou les animaux élevés et leur milieu. Plutôt que de définir d'abord les espèces que l'on veut utiliser, puis d'examiner dans un second temps leurs besoins et la manière d'y satisfaire par des intrants exogènes, l'agroécologie consiste à partir du territoire, de ses ressources, mais aussi de ses contraintes, pour définir les productions qui y sont adaptées. Le terme agroécologie regroupe ou fait partie d'une famille de propositions plus ou moins anciennes, dans lesquelles on peut citer l'agriculture biologique, la biodynamie, l'agriculture raisonnée, l'agriculture écologiquement intensive, la permaculture, qui est un terme assez connu du grand public. Mais par contre, il n'y a pas de label. Il n'y a pas de label agroécologie. Il n'y a pas de certification publique qui atteste qu'un exploitant agricole respecte bien un cahier des charges. Donc tout exploitant peut prétendre de bonne foi respecter les principes de l'agroécologie ou s'en inspirer. Si on veut une définition un peu cadrée par la loi, on peut s'appuyer sur celle de la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014, qui dit que les systèmes de production agroécologique combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. Pour ce faire, les systèmes agroécologiques privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Et les principes agroécologiques sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. Voilà, donc ça c'est la définition qui est dans la loi d'avenir pour l'agriculture de 2014, qui est donc assez complète. C'est une définition sur laquelle on peut tout à fait s'appuyer. Au niveau agronomique, comment est-ce qu'on peut prévenir l'utilisation des pesticides? Là, je vous ai fait différents points qui reprennent un certain nombre d'éléments. Mais en fait, on peut résumer en quelques grands principes comment une agriculture se passe de pesticides. Alors déjà, c'est très important, les rotations des cultures. Donc des rotations longues, c'est-à-dire un retour d'une même culture au même endroit. Euh, Ça, c'est très important de laisser en fait un certain nombre de temps, un certain nombre d'années euh, pour une culture pour revenir en fait sur la même parcelle, parce que ça permet notamment de casser le cycle des maladies et des ravageurs. Donc ça, c'est essentiel. Un autre point essentiel, c'est la diversité des cultures entre les parcelles, mais même au sein d'une même parcelle. Parce que là aussi, cela permet d'éviter que les maladies, les champignons, les ravageurs arrivent sur une parcelle où en fait elles ont voilà, le champ libre et elles peuvent passer très facilement d'un plan à l'autre.
On a aussi l'importance de la gestion du sol. Un sol qui est riche en matière organique permet d'assurer la fertilité, de rendre les cultures moins sensibles. Tout cela ne peut pas se faire sans le développement et le maintien de la biodiversité, les oiseaux, les chauves-souris, les amphibiens, les arthropodes, qui permettent de lutter contre les ravageurs. Et puis de façon un peu plus globale, si on prend de la hauteur, l'importance d'une mosaïque paysagère, avec des arbres, des haies, des fleurs, qui permettent de lutter et d'avoir un écosystème qui fonctionne et qui permet en fait aux cultures d'être saines et de se développer correctement. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de recette unique à mettre en œuvre. Il n'y a que des adaptations locales, des combinaisons de pratiques, avec des arbitrages qui se prennent année après année. Et c'est aussi pour ça que c'est très difficile de passer d'un système conventionnel très dépendant des pesticides à un système en agroécologie, parce qu'en effet, c'est plus facile d'avoir un plan d'épandage à suivre avec des moments où on traite et une culture qui revient très régulièrement sur les parcelles. Et donc, sans volonté politique pour financer, pour accompagner, ça devient extrêmement compliqué d'emmener de nouveaux agriculteurs. Et en fait, il y a aussi un temps d'adaptation des systèmes en conventionnel parce que en fait, le gros problème des pesticides, c'est qu'ils tuent. Ils tuent toute la vie. Ils tuent les ravageurs, mais ils tuent aussi les auxiliaires de culture et toute la vie dans les sols, dans les champs. Et en fait, ça laisse des zones stériles dans lesquelles les organismes nuisibles peuvent se développer sans concurrence. Et donc, il faut un temps aussi pour faire revenir la biodiversité dans les parcelles. Et donc, c'est là aussi qu'on attend beaucoup les politiques publiques pour permettre en fait aux agriculteurs de prendre des risques et d'avoir des années où la culture est un peu plus compliquée pour réussir en fait à adopter des pratiques agroécologiques et être par la suite plus autonome et d'avoir des rendements intéressants. Concrètement, quelles alternatives existent? Alors, je vais d'abord vous parler du bio. Donc, c'est une filière qui s'est structurée progressivement à partir des années 60, avec un premier cahier des charges en 1964, notamment via l'association Nature et Progrès. Et puis la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, qui a conduit en 1986 à la publication d'un cahier des charges public et à la mise en place du label AB qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce logo garantit qu'au moins 95% des ingrédients composant le produit sont d'origine biologique, avec la présence de maximum 0,9% d'OGM. Les règles principales de l'AB, vous les avez là sur la gauche. Donc on a la préservation de la fertilité du sol, qui est permise notamment par la fertilisation organique. La fertilisation minérale est interdite en bio. Le fait aussi de ne pas employer d'herbicides, de pesticides de synthèse permet au sol d'être fertile et vivant. On a aussi donc des intercultures telles que les légumineuses qui permettent aussi d'enrichir la vie du sol. Le deuxième point, c'est la prévention des maladies des plantes via donc la lutte biologique, donc le fait d'avoir dans les parcelles des habitats et des animaux qui permettent de manger en fait et de lutter contre les maladies, les ravageurs des cultures. Le fait d'associer les plantes entre elles aussi pour qu'elles se protègent. Et puis on en a parlé tout à l'heure, les rotations de culture. Un autre pilier de l'agriculture biologique, c'est la protection de la biodiversité, donc avec des engrais d'origine organique, des cultures diversifiées, le maintien de haies. On a également le respect de conditions de vie des animaux, avec des normes en matière de bien-être animal qui sont élevées, qui sont une attente importante de la société. On a donc le contrôle des conditions de production et de transformation, donc aux échelons agroalimentaires plutôt. Tout cela permet de préserver la santé des paysans, comme on l'a vu, ils sont en première ligne vis-à-vis des risques que font peser les pesticides sur la santé, et puis des consommateurs. Et tout cela permet aussi de maintenir de l'activité humaine dans les campagnes, un emploi non délocalisable, puisque une ferme bio emploie 30% de main-d'œuvre de plus qu'une ferme conventionnelle. Néanmoins, on a d'autres labels
qui permettent de garantir un niveau élevé de pratique. Donc, on a le label Déméter, qui est de l'agriculture biodynamique. Les OGM sont interdits dans ce label. On a le label Nature et Progrès. Les OGM sont également interdits. On a une agroécologie paysanne, donc à petite échelle, avec des tailles d'élevage limitées. Et puis la particularité, c'est qu'on a un système participatif de garantie, c'est-à-dire que la labellisation est assurée par des groupes qui vont les uns les autres vérifier sur les fermes que les pratiques sont correctement mises en œuvre. Et puis on a également le label Biocohérence, qui est l'ancien règlement du label bio français, qui est assez exigeant, qui est plus exigeant, et qui interdit également les OGM. Au niveau institutionnel, on voit qu'il y a un certain nombre d'institutions, donc la Cour des comptes, l'ITAB, le Sénat, l'INRAE, l'INSERM, qui mettent en avant dans leurs rapports les effets positifs sur les sols, sur l'eau, sur la préservation des ressources, l'indépendance aux intrants, la complémentarité entre agriculture et élevage, la biodiversité, la diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'emploi, la rentabilité et le revenu. Donc c'est des systèmes très performants. Néanmoins, l'agriculture biologique n'est pas la seule à développer ces alternatives. Donc là, vous voyez le logo du réseau CIVAM qui apparaît. Donc CIVAM pour Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Ce sont des groupes d'agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la transition agroécologique. Donc c'est un réseau d'environ 130 associations avec des animateurs accompagnateurs, il y en a 250 environ. Et ensemble, ils développent des outils, des pratiques. Et les groupes locaux sont composés de paysans-chercheurs qui travaillent sur l'autonomie des fermes, la résilience des systèmes, l'installation et la transmission, la politique alimentaire, l'établissement des prix, la construction de services dans une économie de proximité, etc. On peut citer d'autres réseaux, donc par exemple le réseau FADEAR, qui est lié à la Confédération paysanne, qui est composé d'associations qui regroupent des paysans, des paysannes et des acteurs du monde rural. Ils proposent des formations, ils proposent un diagnostic, et puis ils sont particulièrement actifs dans la transmission et l'installation des fermes. Ils ont élaboré une charte de l'agriculture paysanne autour de 10 principes, et ces principes rejoignent largement ceux de l'agroécologie. Un autre exemple, on peut citer le réseau Maraîchage Sol Vivant, qui est plus récent, qui s'est créé autour des questions liées à la vie des organismes du sol. On peut aussi penser à Terre de Liens, vous voyez son petit logo qui s'est affiché en haut à droite à côté de Déméter, qui focalise ses actions sur l'accès aux terres agricoles pour les porteurs de projets, déployant des fermes respectueuses de la nature et des ressources. On a également l'atelier paysan. Son logo s'affiche entre les deux rapports de la Cour des comptes et du Sénat. L'atelier paysan, au sein desquels les agriculteurs s'entraident, se réapproprient des savoirs pour un modèle agricole et alimentaire inclusif, de proximité, protégeant l'environnement. Enfin, on peut aussi citer l'Association française d'agroforesterie, qui agit pour accélérer la transition agroécologique. Ils ont une entrée paysage qui est particulièrement forte, avec l'arbre agricole comme élément essentiel pour la santé économique des fermes, le climat, la régulation du cycle de l'eau, la fertilité du sol, la biodiversité indispensable à l'agriculture, le bien-être animal, etc. Donc là, on n'est pas du tout exhaustif, mais vous voyez quand même qu'il y a une multiplicité de démarches, de réseaux, de groupes locaux qui testent des choses avec succès et qui s'entraident. L'échange entre pairs est essentiel pour réussir à mettre en œuvre des pratiques agroécologiques, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de recette unique, c'est que des adaptations locales. Je voulais aussi adresser quelques questions parce que c'est des questions qui reviennent souvent dans le débat public. Est-ce que l'agroécologie et la bio peuvent nourrir le monde? Juste quelques chiffres. Donc, on produit l'équivalent de 330 kg de céréales par personne et par an, alors que les besoins sont de l'ordre de 200 kg. Donc, on a aujourd'hui une surproduction alimentaire. Et aujourd'hui, malheureusement, les carences que l'on observe sont dues à la pauvreté et pas au manque de nourriture produite.
D'après plusieurs études, dont j'ai mis les liens ici, qui modélisent les systèmes agricoles et alimentaires, l'agriculture biologique à grande échelle pourrait nourrir 100% des 9 milliards d'habitants à deux conditions. La première, adopter une alimentation plus végétale. Aujourd'hui, on a 800 millions de tonnes d'aliments qui sont produits pour nourrir le bétail et qui pourraient voilà, nourrir directement les êtres humains. Et donc une alimentation plus végétale avec des protéines végétales, les légumineuses étant une source importante de protéines végétales, donc les pois, les haricots, le soja par exemple. Et la deuxième condition, c'est la réduction du gaspillage alimentaire, qui représente aujourd'hui environ un tiers de la nourriture qui est produite. Et tout cela sans augmentation de la superficie de terres agricoles et avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre. La deuxième question qui est souvent posée, c'est est-ce que la bio est la même partout au sein de l'Union européenne? Aujourd'hui, on a beaucoup d'importations, par exemple, de fruits et légumes venant d'Espagne bio. Et souvent, on se demande si les normes sont les mêmes entre la bio française et la bio d'un autre pays de l'Union européenne. Alors, il faut savoir que il y a un nouveau règlement qui encadre l'agriculture biologique depuis le 1er janvier 2022 et les produits biologiques importés doivent impérativement respecter la réglementation européenne. Donc là, on a une harmonisation des contrôles, des pratiques avec des certificats électroniques. Donc le règlement sur le bio est européen. Les produits français et les produits d'autres pays de l'UE respectent les mêmes standards. La confusion parfois qu'on peut entendre provient du fait qu'on peut être certifié en bio, mais déployer différents modèles. En fait, on a plusieurs courants dans la bio. On a le courant agroécologique, donc avec un objectif d'autonomie, peu de dépendance aux intrants, qui s'inscrivent souvent dans des réseaux de vente et de distribution locaux. Et on a une agriculture qu'on ne qualifie de biologique, qu'on qualifie de substitution d'intrants, qui substitue les intrants de l'agriculture conventionnelle par des intrants naturels. Donc il y a des effets positifs, très positifs par rapport à l'agriculture industrielle, mais qui souvent n'a pas de visée à changer de modèle. Donc la confusion qu'on peut avoir vient de là, mais sinon les règles, le cahier des charges, il est le même pour tous les pays au sein de l'Union européenne. Enfin, une question aussi qu'on se pose souvent, vaut mieux-il manger bio ou local? Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'opposer les deux. Néanmoins, un légume produit localement non bio implique donc potentiellement la présence de pesticides et plus de proximité ne signifie pas forcément moins d'émissions de gaz à effet de serre. Selon les moyens de transport qui sont utilisés, la logistique, parfois on a plus de gaz à effet de serre et puis en fait on se rend compte que les modes de production, donc la façon dont l'aliment a été produit sur le champ, sont beaucoup plus déterminants en matière de bilan environnemental que les modes de distribution. Donc les modes de production, c'est 50 à 90% de l'impact environnemental total d'un produit. Si vous voulez en savoir plus, notre mouvement a publié un certain nombre de fiches. Donc là, je vous présente deux de ces fiches issues de FNE Auvergne-Rhône-Alpes, avec donc qui listent en fait des alternatives. Donc ici pour les fongicides de synthèse et les insecticides de synthèse. Je vous propose qu'on passe à la troisième séquence et on va voir un petit peu comment sur le terrain des chercheurs, des études, des projets démontrent comment est-ce qu'on peut réduire les pesticides et quel impact cela a au niveau économique, au niveau du rendement. On a un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui nous permettent d'affirmer que c'est possible. Premiers éléments. Ici, on s'est focalisé sur deux études qui sont particulièrement intéressantes. Une étude en Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, il s'agit de chercheurs de l'INRAE, de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, d'AgroSub-Dijon, qui ont analysé la productivité et la rentabilité de 946 exploitations agricoles non biologiques montrant des niveaux contrastés d'utilisation de pesticides et couvrant une large gamme de situations de production en France. Les résultats de leurs recherches, c'est qu'ils ont estimé que l'utilisation totale de pesticides pourrait être réduite de 42%,
sans effet négatif sur la productivité et la rentabilité dans 59% des exploitations. Et il n'identifie pas de conflit entre une faible utilisation de pesticides et une productivité, une rentabilité élevée dans 77% des exploitations. Néanmoins, ça impliquerait des changements profonds dans l'organisation du marché et dans la balance commerciale. Donc ça, c'est des résultats assez forts, assez intéressants et très bien documentés. Une deuxième expérimentation très intéressante, c'est celle de la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvres, donc qui s'étend autour du centre d'études biologiques du CNRS à Chizé dans les Deux-Sèvres. Il s'agit ici d'une plaine céréalière. Et donc c'est une zone d'expérimentation qui est en prise directe avec le monde agricole, puisqu'il y a 13 000 parcelles cultivées par environ 450 exploitants. Et dans cette zone-là, il est pratiqué la recherche-action, c'est-à-dire que les agriculteurs travaillent à construire eux-mêmes des solutions pour leurs parcelles. Et en parallèle de ça, il y a un espace de suivi de la biodiversité qui a été mis en place avec les agriculteurs pour tester des choses. Et donc, les résultats sont assez intéressants puisque ils ont démontré qu'un agriculteur céréalier, un producteur de colza, blé, tournesol, a tout intérêt à réduire de manière substantielle les herbicides sur ses cultures de blé. Car les coquelicots qui y poussent assurent la survie des abeilles entre la floraison du colza et celle du tournesol, ce qui favorise la pollinisation. Et donc cette pollinisation est très importante puisque les rendements augmentent de 35% à l'échelle de la parcelle quand on multiplie par 100 le nombre d'abeilles sauvages et domestiques. On a des bénéfices également de 110 à 240 euros par hectare en colza quand on augmente cette pollinisation. De façon un peu globale, les données montrent qu'un agriculteur peut réduire son utilisation d'herbicides et son utilisation d'engrais azotés en moyenne d'un tiers, sans que cela n'affecte ses rendements. Et ses revenus augmentent de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'euros par hectare, ce qui représente une marge brute de plus 15% environ pour les agriculteurs. Donc voilà, on a des résultats assez intéressants avec des données économiques qui permettent de montrer qu'aujourd'hui, les agriculteurs et agricultrices sont très mal conseillés et qu'ils pourraient réduire de façon substantielle leurs intrants sans perturber leur rendement. Un deuxième groupe d'expérimentation, un deuxième réseau, donc ce sont les fermes défis. C'est une action phare du plan Ecophyto. Ce réseau-là, c'est un réseau de démonstration et de production de référence qui s'appuie directement sur des exploitations agricoles. Je ne vais pas détailler, vous aurez voilà, tous ces éléments avec la présentation, je ne vais pas détailler les réductions d'IFT, donc indice de fréquence de traitement, qui est un indicateur de suivi de l'utilisation des pesticides. Ce qu'on peut dire de façon générale, c'est qu'on observe des diminutions d'indice de fréquence de traitement de l'ordre de 10 à près de 40%, parfois plus selon les exploitations. Néanmoins, une limite quand même de ce réseau-là, c'est que dans la majorité des cas, il s'agit d'optimiser l'utilisation de pesticides, c'est-à-dire supprimer l'inutile. Et on voit que d'après les résultats, qu'il y a quand même pas mal d'inutiles. Néanmoins, ici, il ne s'agit pas de reconcevoir les systèmes pour aller vers des modèles totalement autonomes, des modèles en agroécologie. Donc on voit que l'agriculture conventionnelle, sans changer, elle a une marge de diminution d'utilisation de pesticides. Néanmoins, pour aller au-delà, il va falloir passer une étape de plus et reconcevoir les systèmes petit à petit en s'entraidant localement et puis en ayant des réseaux de conseils, de formation et puis des soutiens financiers et techniques avec une volonté de la part des pouvoirs publics si on souhaite vraiment évoluer. On va passer sur la quatrième séquence qui va aborder l'échelon, enfin la filière en fait dans son ensemble, parce que là on a parlé beaucoup de la production. Néanmoins, en fait, la transformation des systèmes agricoles qui est au cœur, la production en fait est au cœur de l'agroécologie, mais sa concrétisation, elle repose sur une dynamique d'ensemble du secteur agricole et agroalimentaire, de l'amont à l'aval, de la recherche à la formation des agriculteurs. On ne pourra pas faire sans les différents acteurs des filières.
C'est un mouvement global, tributaire des interdépendances qui structurent les différents acteurs des filières, les relations de pouvoir, les modalités d'accès au marché, etc. Et souvent, on a des situations de verrouillage socio-technique qui empêchent l'évolution des filières. Parce qu'en effet, les dynamiques agroécologiques sont directement déterminées par la structure du secteur de production qui favorise ou non l'expression de l'agroécologie. Donc on a des secteurs où la diffusion des innovations sera plus lente, où les intérêts des opérateurs économiques sera réduit. Donc tout dépend en fait de comment le secteur est organisé, donc la structuration de la concurrence. Est-ce qu'on a des acteurs qui sont concentrés? Est-ce qu'on a une homogénéité des intérêts, des stratégies? Est-ce qu'on a déjà une segmentation du marché? Est-ce qu'on a des niches alternatives? Un deuxième point, c'est des secteurs en fait qui peuvent être très différents. Si je prends l'exemple de la volaille, c'est un secteur qui est très segmenté avec des gammes différentes. Et par exemple, le porc, c'est un secteur qui est fortement concentré sur des stratégies industrielles et donc avec beaucoup de difficultés à se positionner sur des questions d'agroécologie. On a aussi la question de l'existence de démarches pilotes à succès qui peuvent être un facteur important également d'entraînement des filières. Et enfin, la filière, elles attendent un profit direct ou une bonne santé de la filière lorsqu'elles se disent je vais vers l'agroécologie, c'est parce que j'y trouve un intérêt, par exemple économique vis-à-vis des consommateurs. Et du coup, les filières qui sont peu tournées vers la vente, vers voilà l'accès aux consommateurs, bah, c'est des filières qui vont évoluer plus lentement vers l'agroécologie. Si on détaille échelon par échelon, si on prend donc la formation, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2020, il y a un plan qui s'appelle Enseigner à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie, qui est mis en œuvre dans les établissements agricoles et qui vise à adapter les formations dispensées et à faire évoluer les programmes. Euh, donc, il y a un réseau national qui s'appelle FormaBio, qui accompagne les établissements dans l'enseignement des pratiques de l'agriculture biologique et aussi dans les formations pour adultes. Donc, on a un volontarisme politique qui est affiché et des rénovations des référentiels qui existent, mais ce qu'on constate néanmoins, c'est que les enseignements dans la filière de la production agricole semblent peu ouverts à la diversité des agricultures. La montée des exigences environnementales se heurte à des résistances de la part du syndicalisme agricole dominant, qui tente de se repositionner comme un acteur de premier plan de cette transition et qui souhaite garder une influence déterminante sur le contenu des programmes de l'enseignement agricole. Donc on a des actions qui sont mises en œuvre, mais concrètement, ça peine encore à se concrétiser. Au niveau de l'agro-industrie, donc qui sont souvent les premiers acheteurs de la production agricole, donc ils ont une responsabilité importante dans le développement des alternatives aux pesticides, puisqu'ils peuvent faire évoluer leurs process, voilà, ils peuvent faire évoluer leurs process pour permettre aux produits d'intégrer ces process-là, des produits plus variés, moins standardisés et permettre aux produits issus de l'agroécologie de rejoindre plus de filières de transformation ou de commercialisation. Euh, ce- Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que la demande et l'attente sociétale sont les moteurs, souvent, de l'évolution des pratiques des acteurs économiques. Du coup, les acteurs économiques les moins visibles, comme par exemple ceux qui exportent leur production, ce sont aussi les moins enclins à s'engager. Et puis en plus, on a des acteurs comme par exemple les coopératives qui vendent les intrants, qui n'ont pas intérêt à ce que les agriculteurs fassent évoluer leurs pratiques. Si on considère le maillon complètement à droite là, de distribution-vente, on a un certain nombre de points qu'on peut mettre en avant très rapidement. Par exemple, le manque de transparence, le manque de transparence sur les marges. C'est un frein à l'évolution des filières parce qu'on sait que la grande distribution a tendance à augmenter les marges issues des produits issus des filières durables pour pouvoir aussi parfois faire des promotions sur des produits de moins bonne qualité pour attirer des acheteurs parce qu'on sait que le prix d'achat reste quand même un facteur essentiel de choix des consommateurs.
Donc ils ont une responsabilité importante aussi pour mettre en avant, dans leurs rayons, des produits issus des filières durables et pour les promouvoir dans les pubs qu'ils peuvent faire, dans l'espace public, et aussi dans l'écosystème en fait, pardon, dans l'environnement du magasin, mettre en avant, en tête de gondole les produits les plus durables plutôt que les produits les moins durables. Donc, voilà, il y a aussi beaucoup de choses à faire, de leur côté pour, favoriser, la transition agroécologique. Et enfin, si on parle des consommateurs, donc on voit qu'ils ont de fortes attentes. Ils sont très sensibles, aux produits sains, à la fois pour eux et pour la planète. Dans cette lignée-là, on a des gammes de produits qui se sont développées sans OGM, sans résidus de pesticides, sans antibiotiques. Néanmoins, on peut dire quand même qu'il y a des garanties et des exigences qui sont moindres pour ces produits-là plutôt que pour les produits qu'on a abordés, avec les labels qu'on a abordés, tout à l'heure. On a aussi des indications sur la qualité et l'origine, telles que les AOP, qui révisent leur cahier des charges ou développent de nouvelles chartes pour intégrer des critères agroécologiques. Et enfin, on a le projet, d'affichage environnemental qui se développe en France, qui peut être un outil, qui doit être un outil en faveur de la transition, agroécologique. On peut également mentionner, l'application des lois Egalim, qui est un levier important pour, développer les filières agroécologiques puisque, Egalim prévoit, l'obligation de 50 de produits durables et de 20 de produits bio, dans l'approvisionnement, de la restauration, publique, donc les cantines, scolaires, les maisons de retraite et cetera. Et donc aujourd'hui, il y a un levier important pour, créer des débouchés, pour les produits durables. Et on peut aussi mentionner les projets alimentaires territoriaux, qui sont des cadres, intéressants parce qu'ils visent à mettre en discussion différents acteurs d'un territoire autour des questions d'alimentation. Après une phase de diagnostic, il y a des actions qui peuvent être définies par les acteurs eux-mêmes et en fait, on sait que la relocalisation de l'alimentation, elle est particulièrement favorable à la transition agroécologique. Hem Et en plus, ces structures-là de PAT, projets alimentaires territoriaux, permettent de construire ensemble, les filières. Donc, il y a un levier important également, à ce niveau-là pour développer, les alternatives, aux pesticides. Alors là, on passe à la partie sur les actions du mouvement, FNE. Avant de donner la parole à Jean-Pierre et Magali, je vais vous présenter, quelques exemples d'actions, que mène le mouvement. Voilà, c'est pas du tout exhaustif, le mouvement fait beaucoup d'actions, pédagogiques, de sensibilisation à l'alimentation, à la biodiversité, à l'agriculture, à l'environnement et cetera. Du plaidoyer, du dialogue territorial. J'ai pris, voilà, de façon un peu arbitraire, des exemples. Ici, on a un kit de formation au biocontrôle et au jardinage naturel, donc plutôt pour les jardiniers, amateurs, de FNE Loire avec, vous voyez ce très joli cercle qui permet en fait, d'identifier, quels, auxiliaires pour quels ravageurs et quels habitats les favorisent. Donc vous avez le lien, dans la présentation. Je voulais également vous parler de cette boîte à outils pour renouer le dialogue. C'est parce que c'est un projet qui est assez original, un projet de dialogue territorial qui a abouti à 17 fiches pédagogiques. C'est un projet qui a été mené en 2020-2021. C'est une expérience qui est portée par FNE Doux, qui a montré des résultats encourageants. Donc au départ, il y avait des tensions entre riverains et agriculteurs, avec, des difficultés, d'échange, des personnes qui voulaient plus parler. Dans le cadre de ce projet-là, il y a eu des réunions individuelles et collectives qui ont été menées et avec une dynamique de groupe qui s'est créée, des personnes qui initialement étaient en conflit, qui ont réussi à discuter. Et donc, il y a, voilà, ces fiches-là qui existent sur animer, comment animer un dialogue territorial, quels freins, quels leviers, et cetera. Voilà, si vous avez des questions, j'ai quelques éléments, que je pourrais vous partager sur ce projet-là plus spécifiquement.
Je vous ai remis dans la présentation le lien vers le centre de ressources de la fédération qui regroupe tous les documents, que ce soit des documents textes, des images, des comptes rendus de séminaires, ça peut être des outils, c'est très très large. Donc si vous avez des outils que vous n'avez pas mis à disposition du mouvement, n'hésitez pas à le faire via le centre de ressources. On a une salariée au niveau national qui est plus spécifiquement sur cette partie-là. Et donc vous retrouverez beaucoup d'éléments en tapant le mot-clé agriculture, par exemple, ou biodiversité, voilà, selon votre intérêt. Et enfin, bien sûr, les associations de notre mouvement contribuent aux consultations publiques. Elles sont dans de nombreuses instances de concertation pour porter nos positions et le développement d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement de façon générale. Je vais maintenant donner la parole à Jean-Pierre, qui va nous détailler un petit peu plus en Deux-Sèvres comment est-ce qu'ils adressent cette question des pesticides de façon très ciblée sur la protection des aires de captage d'eau à potabiliser. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Ça marche, c'est bon. Ce qu'on voulait témoigner avec Magali, en tant que référent eau au niveau de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine, c'est notamment la protection des aires de captage d'eau donc à potabiliser. Oui, parce qu'au niveau de l'eau, on fait la différence entre l'eau à potabiliser, donc ce qu'on appelle aussi l'eau brute, et l'autre qui va être ensuite être traitée pour devenir de l'eau potable. Et commencer un petit peu sur le retour d'expérience en Deux-Sèvres, on a un historique des ressources, qu'on appelait les contrats ressources, qu'on appelle toujours les contrats ressources. Donc, c'était un constat qui avait été fait par la préfecture et par les services aussi qui s'occupent de l'eau dans les années, comment dirais-je, 2000 notamment. C'est que depuis 40 ans, entre 70 et 2000, on avait perdu 400 captages d'eau potable en Poitou-Charentes. Et donc, il y avait un impératif qui était de dire on va quand même arrêter de fermer des captages d'eau potable parce qu'il nous faut quand même de l'eau potable pour les uns et pour les autres. Et qu'on va essayer en plus d'améliorer l'état de ressources parce que c'est ce qui avait amené à fermer certains captages. Et de ce côté-là, donc, la préfecture de Poitou-Charentes, à l'époque de l'ancienne région Poitou-Charentes, a pris cette initiative, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser les choses se faire comme ça. Et donc, avec l'engagement des différents syndicats d'eau aussi, mais surtout avec les engagements financiers aussi des agences de l'eau. En Poitou-Charentes, on est à la fois sur l'agence de l'eau Loire-Bretagne et sur l'agence de l'eau Adour-Garonne. Donc, les deux agences de l'eau se sont concertées aussi et se sont mis d'accord donc, pour participer au financement de contrats ressources dont le but était bien de reconquérir la qualité des eaux en réglant un petit peu, en limitant les problématiques de nitrates et pesticides. On avait bien les deux problématiques qui étaient déjà à l'époque perçues et dont dès l'époque sur les contrats ressources. Par contre, la nature des outils qu'on mettait en place, c'est des actions préventives et volontaires. Voilà. Il n'y avait pas d'obligation. Et il n'y a pas d'obligation dans les contrats ressources. Voilà. Mise en place, donc, première convention cadre en 2004 qui définissait un petit peu donc, les partenariats et les implications des différents partenaires. Et puis, premier programme d'action signé donc, au niveau de certains syndicats d'eau potable, donc à partir de 2007. Voilà. Ça fait déjà 17 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'on allait trouver dans les contrats ressources? Qu'est-ce qu'on y trouve à un moment donné? Et on y trouve toujours ça d'ailleurs. Les typologies d'action, je vous ai mis six grandes typologies d'action. Une première qui est tout ce qui va concerner l'accompagnement individuel et collectif des agriculteurs. Il y a des, il y a des diagnostics d'exploitation, il y a des formations, il y a des expérimentations, il y a des démonstrations. Voilà, toute cette partie-là. Ensuite, il y a les techniques agricoles. Là, on retrouve la diversification des assolements, les allongements des rotations, des couvertures du sol, des prairies permanentes notamment. Troisième domaine d'activité, troisième type d'action, favoriser les changements du système. Là, on revient, on attaque le dur, ça on peut dire. Donc, favoriser le passage à l'agriculture biologique et aussi tout ce qui était réduction des intrants, donc tout ce qui était notamment les nitrates et pesticides. Quatrième type d'action, définir et mettre en œuvre une stratégie foncière. Là, c'était pour protéger nos notamment dans les zones de captage, il y a ce qu'on appelle les zones proches, ou hypersensibles, et les zones moins sensibles, entre guillemets. Donc, l'idée, c'était d'acquérir des terrains, de mettre dessus ensuite des bons environnementaux, et ou éventuellement acquérir un terrain pour en faire ensuite des restructurations foncières et voilà, échanger certains terrains. Cinquième type d'action,
c'est communiquer et sensibiliser auprès des consommateurs, les gens desservis par l'eau potable, les scolaires, les élus et l'ensemble de la population. Et le sixième point, c'était animer le contrat ressources et suivre la qualité de l'eau. Les moyens financiers, c'était quand même des budgets prévisionnels de 500 000 à 5 millions d'euros pour les 6 ans du contrat. C'est des fois 6 ans, des fois 2 fois 3 ans, mais bon, à peu près, c'est à peu près les montants. Et les résultats au niveau de ce qui s'est fait au niveau du Poitou-Charentes, ça donnait ça un petit peu, c'est qu'au au niveau des nitrates, au mieux, on a une stabilisation du niveau de la pollution, au mieux. Et au niveau des pesticides, ben, on en trouve de plus en plus. Alors, vous allez me dire, on en cherche de plus en plus, c'est vrai, mais on en trouve aussi surtout de plus en plus, dont certains métabolites de pesticides interdits depuis 20 ans. Donc, ça pose de grosses questions. Donc, au niveau de cette nature environnement, notre constat un petit peu, notre évaluation des contrats ressources, c'est que c'est coûteux et peu efficace. Et je vous en donne deux exemples à suivre. Donc, c'est l'aire d'alimentation de captage de la Courante. Voilà. Ça se situe au sud des Deux-Sèvres. La surface agricole utile est quand même de 12 700 hectares. C'est quand même une très grande zone, avec 213 exploitations agricoles concernées en 2021. La démarche ressources, elle a été commencée dès 2000. Alors, je me suis trompé, c'est pas dès 2027, hein, c'est dès 2007. Excusez-moi, hein, comme quoi, on a beau relire. Donc, recrutement d'un animateur en 2007. Donc, c'était déjà il y a 17 ans. Et depuis, on a signé 3 contrats ressources. Voilà. Le budget prévisionnel du contrat ressources en cours 2022-2027, il est de 2 millions d'euros. Le site, c'est important ce site parce qu'il est cité en exemple au niveau national notamment. On dit c'est un site pilote eau et bio au niveau national. Oui, parce que la surface, la SAU passée en bio était de 1% en 2008 et 22% en 2019. Quand on sait qu'à la même époque, c'était à peu près 9% au niveau national en 2019, hein. Donc on voit bien en effet que là, il y a un gros effort du bio sur ce domaine. Mais la qualité de l'eau, vous allez me dire où on en est au niveau de la qualité de l'eau, parce que c'est ce qui nous préoccupe aussi. C'est l'eau qui est mélangée entre trois captages. Au niveau des nitrates, on a une concentration moyenne qui est encore de 45 mg par litre en 2020. On est à la limite, hein, voilà, acceptable. Comment dirais-je, au niveau de l'eau potable ensuite, hein, mais c'est quand même important. Et les pesticides, on retrouve des herbicides, pendant 71% des ventes de 2015 à 2018, dont le fameux glyphosate. Voilà. Sur les pesticides, on respecte les normes. Donc, je vous ai cité les normes qui sont là. Tiens, au niveau des molécules par molécule, que les sommes des molécules. Ce qui est quand même, sur ce captage-là, qui pose quand même problème, c'est que vous avez quand même, comme vous disais tout à l'heure, 22% de la SAU qui est en bio. Voilà. Donc, on peut supposer quand même qu'à côté, les intrants et des phytosanitaires donc, sont quand même sur des parcelles plus réduites. Et malgré cela, on se retrouve quand même avec des nitrates qui sont avec une concentration quand même, qui sont quand même très forte, quoi, qui reste très forte, quoi. Donc, on a beaucoup de mal, même dans ce cas qui est cité en exemple, à réduire l'importance des nitrates. Et pour les pesticides, on retrouve, comme je disais tout à l'heure, des pesticides qui sont pour l'instant, plus on en cherche, plus on en trouve. Donc là aussi, dans ce territoire-là aussi. Voilà. Un autre exemple, c'est celui des lutinos. Le lutino, c'est une situation au nord-est des Deux-Sèvres. Vous pouvez voyager dans d'autres départements. Voilà. Une SAU qui est moins importante, 2000 hectares, 63 exploitations agricoles en 2021. Il y a eu un diagnostic du territoire en 2011, puis en contrat ressources depuis 10 ans. Voilà. On a un coût prévisionnel de contrat ressources, je vous l'ai mis là aussi, 2020-2025, de 3 800 000 euros. Et au niveau des nitrates, on a une concentration moyenne des 3 captages qui était donc, je vous ai mis l'évolution entre 2012 à 2022, donc de 76, 79, 79 mg par litre, chaque captage, voilà, qui est passé dans la dernière période 2020 à 2022 de 80 à 81, 84, 85 mg par litre.
Les pesticides de mars à décembre 2023, 3 métabolites d'herbicides, donc toujours ces herbicides qui sont très présents, dont un qui est interdit depuis 2003. Je vous ai mis le nom pour ceux qui s'intéresseraient. On se rend compte, ça avait plus de 20 ans qu'on l'utilise plus et au moins qui est interdit, là. On l'utilise plus, ça peut retrouver. Je vous ai mis les molécules par molécule et somme des molécules aussi un petit peu. On est toujours inférieur à la norme de potabilité, mais ça augmente. Ce qui a, comment dirais-je, poussé les acteurs locaux à prendre des décisions importantes, ils ont fini par voir aussi que, et j'ai mis en vert, en souligné en vert, considérant l'évolution à la hausse des teneurs en nitrate depuis de 20 ans, parce que ce n'est pas que depuis qu'on a mis un contrat ressources qu'on constate ces dégradations, ça fait plus de 20 ans, on constate que ça augmente, et le risque de dépasser le seuil réglementaire de potabilisation des eaux brutes fixé à 100 mg par litre. Voilà, j'ai rendu, comme je disais tout à l'heure, hein, sur un captage, on est à 80, 81, 84, 85, hein, on augmente. Les préfets des Deux-Sèvres et de la Vienne ont pris un arrêté interdépartemental pour restaurer la qualité de la ressource en eau de ce qu'ils ont appelé ZPPA-AC des Lutineaux, signé le 13 mars 2023. Ça, c'est important de retenir cette date parce qu'on va voir ce qui se passe après. Donc, sur cet arrêté, le ZPPAC, donc zone prioritaire d'alimentation de captage en eau potable, on a fait quoi? On a défini un programme d'action donc supplémentaire. Voilà. On a renforcé le 6 programme régional nitrate agricole sur les prairies, les couverts végétaux, les bandes enherbées. On a, au niveau de la protection, favorisé la plantation nouvelle, la promotion de l'agriculture biologique et certification HVE, les cultures avec peu de fertilisants. Et au niveau pédagogie et formation, diagnostic d'exploitation, formation technique, pratique culturelle. Mais jusque-là, on est toujours dans un système volontariste. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir les agriculteurs, on leur dit que ça serait quand même mieux de faire comme ça. Vous voyez, on peut faire autrement, c'est intéressant, c'est pas forcément coûteux. Voilà. Donc, voilà, on essaie de les inciter à faire autre chose. En même temps, il n'y a aucune action visant à réduire l'utilisation des pesticides. On aurait pu en profiter à un moment donné pour dire, attendez, il y a le nitrate, en même temps les pesticides, tout ça c'est des intrants. On peut peut-être, non. On s'est concentré sur les nitrates. Là, on laisse les pesticides de côté. Et on s'est donné des objectifs, il y a un indicateur de suivi, donc passer à 75 à 80 mg par litre en moyenne pour les 3 forages, puis sur 60 mg par litre en moyenne. Voilà. Bon, là on se demande pourquoi on a pris tout ce temps, parce que on peut se dire, mais attendez, on voit bien qu'on n'y est pas, on fait des programmes depuis une dizaine d'années que ça ne marche pas, et on se donne encore combien de temps? 3 ans au moins, puisque normalement c'est au bout de 3 ans qu'on peut revoir les choses, à condition que tous les ans on fasse un bilan annuel de l'évolution. Donc, c'est un suivi du programme d'action de validation d'une synthèse annuelle par le comité de pilotage. Or, ce comité de pilotage aurait dû se réunir donc en mars 2024, après la signature en mars 2023, un an après, ne s'est toujours pas réuni. Et on ne parle pas de le réunir. Voilà. Ça, c'est important parce que cette évolution du programme d'action, on ne pourra pas le faire au bout de 3 ans, on lui fera au bout de 3 ans, mais à partir de quand, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas encore commencé. Et ce n'est que avec l'évaluation du programme d'action qu'on pourra faire deux choses. Le comité de pilotage pourra soit proposer, donc soit de poursuivre, d'alléger ou de renforcer le programme d'action volontaire pour une nouvelle période, ou soit de rendre obligatoire certaines actions. Vous voyez. Donc, on n'est pas prêt de rendre obligatoire quoi que ce soit. Et pourtant, on est devant un système qui ne marche pas. Et pourtant, on a un contrat ressources, et là, sur ce contrat ressources, on a rajouté une ZZPPAC particulière, donc pour aller plus loin. Et ça ne marche toujours pas. Et on met beaucoup d'argent, et, et on n'est toujours pas prêt à obliger qui que ce soit à faire autrement. Voilà. Parce qu'on vous dit qu'il faudrait peut-être replanter des haies, mais on ne plante pas de haies. Si vous allez voir localement là-bas, vous verrez qu'on a de très beaux champs qui font des dizaines d'hectares en pente douce. Voilà. Voilà. Il ne se passe rien de ce côté-là. Donc voilà un petit peu, on arrive sur ce système-là. Le Lutino, on est dans une impasse. Dans une impasse avec l'État qui ne prend pas, qui ne prend pas ses responsabilités. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce constat-là parce que après, on se dit qu'on peut peut-être faire autrement. Et c'est la partie que va développer Magali. Oui,
Oui, bonjour à tous. Oui, le constat, c'est que oui, il est très difficile en fait pour les agriculteurs de changer de système. On voit bien qu'il y a il y a un verrouillage des systèmes actuels et il y a aussi une peur de changer parce que on va avoir des moments d'incertitude et aussi des revenus qui ne seront pas forcément, enfin, qui iront peut-être vers la baisse. Voilà, il y a aussi une peur par rapport aux revenus de l'agriculture. Donc, en fait, pour essayer de changer les choses, donc on a vu que des systèmes sur la forme du volontariat étaient difficiles. Il y a eu une prise en compte par le ministère de la Transition écologique pardon, et les agences de l'eau pour essayer de changer les choses. Et donc, on a mis en place un dispositif donc vers 2020, il me semble, de protection des aires de captage avec des PSE, c'est-à-dire des paiements pour services environnementaux. C'est-à-dire que on va considérer que les agriculteurs qui font des efforts pour changer, pour aller vers l'agroécologie, vers des systèmes beaucoup moins utilisateurs de produits phytosanitaires et d'engrais, devraient être soutenus financièrement. Donc, il y a eu une prise en compte de ça et une mise en place des PSE. Donc, les PSE, en fait, ont deux types d'actions. Donc, il y a une gestion des structures paysagères, c'est-à-dire la mise en place de haies, de prairies permanentes, voilà, dans les systèmes agricoles, et la gestion des systèmes de production, c'est-à-dire donc aller vers des couvertures de sol, des allongements de rotation, des prairies permanentes pour baisser en fait les phytosanitaires. Tout ça a été mis en place et on se rend compte que très peu de gens les utilisent et les syndicats d'eau actuels sont très très frileux pour aller vers ces paiements aux services environnementaux. Alors, on voulait souligner quelque chose de très intéressant qui serait certainement duplicable, c'est une initiative de Eau de Paris. Alors évidemment, Eau de Paris est une très grosse structure, mais on pense que si tous ensemble on fait des efforts auprès de tous nos syndicats d'eau, on pourrait présenter cette initiative comme très positive pour la protection de la ressource en eau. Donc, dès 2020, Eau de Paris a décidé de s'inscrire dans cette politique de paiement pour services environnementaux et à contractualiser donc avec les agriculteurs qui sont présents sur les zones de captage, d'aires de captage. Voilà. Et c'est une très belle réussite puisqu'aujourd'hui, 115 exploitations agricoles se sont engagées avec sur 17 300 hectares. Donc, c'est quelque chose de très intéressant pour la suite. Et cette initiative donc a eu un effet très intéressant pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, c'est un contrat global qui a été pris en compte par rapport à Eau de Paris. Ils sont allés sur un système global, c'est-à-dire qu'il y a un paiement pour les services environnementaux qui sont pris par les agriculteurs. Donc, ce paiement va de 150 à 450 euros par hectare en fonction voilà, de ce que choisissent les agriculteurs. Donc, c'est supprimer les engrais, supprimer les pesticides, mettre des haies, aller vers plus de cultures bas intrants, etc., etc. Mais en parallèle, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est un suivi technique, c'est-à-dire qu'ils ont mis des techniciens au service des agriculteurs pour qu'il y ait un service technique qui les appuie, qui les aide à aller vers cette agroécologie. Il y a aussi des réunions entre agriculteurs, ils s'épaulent, ils se donnent en fait des conseils, etc. Donc ça, c'est important. Et surtout, ce qui est important, c'est que Eau de Paris est parti vers un système du champ à l'assiette. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure par rapport au PAT, etc. Donc, c'est vraiment un
un projet de territoire complet, puisque il est offert aux agriculteurs qui s'engagent des débouchés. Et surtout les débouchés sur la restauration collective. Il faut savoir que Paris, par exemple, c'est 30 millions de repas par an. Donc, c'est un levier extrêmement important et extrêmement intéressant. Donc, en parallèle, Paris, la région parisienne, s'engage pour que sa restauration collective, c'est-à-dire les collèges, les écoles, mais aussi les maisons de retraite, etc., utilisent les produits en circuit court, donc produits autour de Paris, et de façon de façon, disons, moins utilisatrice de pesticides et d'intrants. Voilà, donc c'est un projet général et d'intérêt qui a été noté comme intérêt général au niveau du territoire de Paris. Donc c'est important parce que les agriculteurs se sont à la fois payés pour leurs services, mais aussi soutenus techniquement et sur leurs débouchés. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous paraissait intéressant de partager avec vous et de dire que c'est certainement duplicable. Merci beaucoup Magali pour cette présentation, cet exemple de paiement pour services environnementaux qui, je pense, intéressera les personnes présentes et puis ça fera peut-être l'objet des discussions à venir. Il nous reste une trentaine de minutes pour échanger. Avant cela, je voulais juste renouveler un appel que vous avez peut-être déjà reçu. L'année prochaine, on va mener une action sur la protection des captages. Donc là, vous voyez à gauche, c'est une note politique qu'on vient de sortir qui présente les leviers aux mains des préfets. Donc on a parlé des actions volontaires, donc les paiements pour services environnementaux, les baux ruraux, les stratégies foncières, les outils techniques, financiers, etc., basés sur le volontariat. Dans les cas où en fait on peine à avoir des résultats, c'est de la responsabilité aussi de l'État de garantir la qualité de l'eau que l'on boit. Et pour cela, il existe des dispositifs qui sont aujourd'hui sous-utilisés et qui sont, quand ils le sont, ils sont à un niveau d'exigence et d'ambition faible, malheureusement. Donc, ce sont les dispositifs, le ZSCE, la zone soumise à contrainte environnementale. Le mot contrainte est peut-être mal trouvé, mais voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, la ZPAAC dont a parlé Jean-Pierre tout à l'heure, la zone de protection de l'aire d'alimentation de captage, est issue en fait de ce dispositif ZSCE. Donc là, c'est les préfets qui peuvent prendre des arrêtés pour délimiter des zones dans lesquelles des actions doivent être mises en œuvre, ces actions pouvant devenir obligatoires au bout d'un certain temps. Et on a aussi le levier des déclarations d'utilité publique, les DUP. Tous les captages ont l'obligation d'avoir une DUP pour dire, voilà, un captage existe à tel endroit, il appartient à telle personne, etc. Et dans ces DUP-là, il y a des périmètres, en fait, de protection qui sont délimités. Et on peut dire, dans le périmètre de protection immédiate, rapproché, éloigné, on interdit l'utilisation de tels pesticides, de telles pratiques, etc. Donc, il y a la possibilité, via ces deux leviers, de passer à un niveau supérieur quand les actions volontaires ne portent pas leurs fruits. Donc voilà, cette note en fait présente l'état des lieux un petit peu des pollutions et de l'impact des pesticides, de combien ça nous coûte, etc. Et ces deux outils-là. Donc je vous l'enverrai, il n'y a aucun souci, elle est publique, elle vient tout juste de sortir, on est en train de la mettre dans l'espace public. Donc, ceci étant posé, l'année prochaine, on recrute des personnes. Donc, un certain nombre d'entre vous nous ont déjà fait part de leur intérêt. Donc, on a bien mis de côté les noms, les contacts, etc. des personnes qui sont intéressées. On est en train aujourd'hui de définir notre stratégie de comment accompagner en fait ces personnes. L'idée sera de vous accompagner dans vos démarches auprès des services de la préfecture, des services déconcentrés de l'État, dans les instances de concertation avec les collectivités, en réalisant un kit de mobilisation. Donc j'animerai des réunions régulières pour échanger entre nous, essayer de lever les difficultés, et puis on pourra envisager aussi de la communication pour faire connaître les actions. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail anna.cohen@fne.asso.fr. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous